pour débuter notre échange, est-ce que vous pourriez nous rappeler le rôle de l'ANEL et les enjeux qui sont les vôtres actuellement? Voilà, un petit point sur le paysage qui est le vôtre. Oui, l'ANEL, avec son tout nouveau logo que vous voyez ici, qu'on inaugure quasiment aujourd'hui, c'est l'Association nationale des élus des littoraux. C'est une association qui a été créée en 1978 par Antoine Ruffnac, qui s'adresse à l'ensemble des communes où la loi littorale s'applique. C'est environ 1200 communes et qui aujourd'hui regroupe un peu plus de 750 collectivités sur l'ensemble du territoire français, ultramarin, hexagonal et aussi les Grands Lacs, puisque la mer n'est pas que l'affaire des communes littorales, où les maires des littoraux sont en première ligne sur beaucoup de choses, on va en parler pour l'eau, mais j'entendais tout à l'heure M. Guérin de Limoges notamment, qui parlait des pollutions plastiques potentiellement. C'est là un des signes, et je voulais rebondir là-dessus, où le littoral est en lien avec l'ensemble du territoire national, puisque effectivement ces plastiques-là on les retrouve sur nos littoraux, et on voit bien que c'est une solidarité nationale qui doit s'appliquer pour les sujets littoraux. L'ANEL a évidemment des sujets particulièrement importants et saillants pour ses adhérents. Ce sont des sujets qui sont liés à la gestion notamment de la borne côtière, avec les impacts du changement climatique sur l'érosion. Là aussi, il y a des sujets et des arbitrages que l'on attend avec impatience du nouveau gouvernement, puisque nous avons un gouvernement. Nous allons donc pouvoir continuer le travail au sein des instances nationales, au sein desquelles l'ANEL d'ailleurs est présente et représente donc l'ensemble de ses adhérents. Parmi les grands enjeux du moment, ce sont ceux qui sont liés à nos spécificités, puisque le littoral, c'est une bande et un territoire qui en fait ne représente que 4% physiquement du territoire national, mais qui accueille plus de 12,5% de la population. Et on est un lieu avec une densité de plus en plus importante, 2,5 fois plus importante que sur le reste du territoire français, et avec un nombre de résidences secondaires, là aussi particulièrement important, puisque on regroupe 40% des résidences secondaires nationales. Ces quelques chiffres, sans vous assommer avec, c'est pour expliquer qu'il y a inévitablement, lié à ces éléments, des enjeux qui sont particuliers, et notamment, alors, la construction de nouveaux logements qui sont nécessaires, l'attrition des résidences principales, avec la question des Airbnb et de la gestion des locations touristiques, la question du tourisme. On évite de parler de surtourisme parce que je trouve que c'est très négatif, mais en tout cas d'un tourisme vu de manière durable. Évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire, j'ai la chance d'aller régulièrement sur l'ensemble des littoraux français, ils sont magnifiques et c'est un lieu qui est très attractif. Et il est attractif aussi donc pour y habiter et on estime que la population sur le littoral va encore augmenter dans des proportions assez importantes. Elle a augmenté depuis les années 60 de quasiment 40% là aussi et elle va continuer sur un rythme à peu près équivalent. Donc tout ça fait qu'il y a une forte tension à la fois sur les terrains disponibles pour faire ces constructions, avec l'application de la loi littorale, avec le ZAN, évidemment. Il y a aussi une tension, pour résumer, sur certaines ressources, et particulièrement celle de la ressource en eau, dont on va parler plus en détail. Mais là-dessus, là aussi, je voudrais rebondir, parce que quand je suis arrivé, M. Guérin, vous parliez, là aussi, je ne peux que abonder. Il faut faire un pari, et c'est le message que nous portons vis-à-vis aussi du nouveau gouvernement en place, c'est celui de faire confiance aux maires et d'appliquer ce principe de subsidiarité, et donc de donner les moyens aux élus locaux d'agir, plutôt que de donner de lister ce qu'il faut faire dans le détail, parce que c'est pas comme ça que ça peut se passer de manière constructive. Alors justement, vous parliez de l'enjeu de la ressource en eau. Comment est-ce que vous travaillez autour de cet enjeu, de la gestion de cette ressource par les communes, et quel état des lieux on pourrait un petit peu dresser avec votre vue d'ensemble? Alors, je vais aller sur un sujet particulier parce que c'est un point qui pourrait faire l'objet d'un débat et d'échanges très très longs, mais d'abord, là aussi, remettre un petit contexte général. Notre planète est une planète bleue parce qu'il y a de l'eau, mais sur cette eau, 3% seulement sont de l'eau et de l'eau douce. Et 1% seulement est une ressource utilisable comme étant de l'eau potable. Et en face de cela, nous avons une consommation quotidienne qui est particulièrement élevée, puisque les chiffres sont assez parlants. C'est par jour et par personne 1500 litres d'eau qui sont consommés. Alors évidemment, c'est pas de l'eau qu'on boit en France, sinon de manière générale. De manière générale. Et donc pour les différents usages
On mélange tout, bien évidemment. Et il y a même un chiffre encore plus impressionnant, qui est celui de nombre de litres d'eau extraits par jour et par personne, qui est de 4000. Alors, une partie de cette eau-là est ensuite remise dans le milieu, mais c'est pour indiquer à quel niveau se situe l'importance de la ressource en eau, si tant est qu'on en avait un doute, pour notre population. Et on a aujourd'hui, et plus particulièrement sur le littoral, du coup je vais faire un focus, vous ne m'en voudrez pas, différentes conséquences. La conséquence de cette présence massive et accrue de population sur le littoral et les conséquences du changement climatique qui font que sur le littoral français, par exemple, on a estimé à une diminution d'environ 14% la capacité de ressources en eau potable entre les années 90 et les années 2010. Donc on voit bien qu'il y a une tension, il y a un véritable enjeu pour l'avenir du bien vivre sur les littoraux qui doit nous amener à des conclusions. Il y en a schématiquement deux. Soit on arrête tout, soit on essaie de trouver des adaptations. Mais c'est un vrai débat philosophique de fond, y compris sur les autres sujets qui touchent le littoral. Et donc, notre volonté à nous, évidemment, c'est de trouver des systèmes d'adaptation. Et il y a un système en particulier sur lequel on a décidé de travailler, qui fait écho au plan eau, annoncé par le président de la République d'ailleurs en 2023, la mesure 18, qui est celui de la valorisation et de la mise en valeur de systèmes de réutilisation des eaux usées traitées. C'est un système qui aujourd'hui commence à avoir quelques exemples de réalisation. Il y en a un qui existe dans le secteur des Sables-d'Olonne. Vous ne m'en voudrez pas d'en parler puisque le président de l'ANEL, Yannick Moreau, est le maire des Sables-d'Olonne. Donc ce sera intéressant de le souligner. Et ce système, en fait, avait à faire face à deux obstacles principaux. Un qui était celui normatif, puisque on est en France, on a beaucoup de normes, mais c'est aussi pour notre sécurité sanitaire. Donc il a fallu passer différentes étapes, puisque ce projet dont je vous parle, qui s'appelle donc le projet Jourdain, est vieux d'une dizaine d'années quand même dans ses premières réflexions, et il aboutit seulement là depuis quelques temps. Et il y avait un autre obstacle, qui est un obstacle plutôt, j'ai envie de dire, sociologique, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on arrive à faire accepter potentiellement aux personnes, aux usagers, que l'eau qui va servir, et notamment pour être potable, arrive d'un usage qui a déjà eu lieu, y compris chez eux, notamment dans les sanitaires. Et donc, je résume, mais en gros, c'est ça. Et cet obstacle-là, eh bien, il faut faire beaucoup de pédagogie pour le passer. Mais ça a été assez simple, puisque finalement, très rapidement, il y a des pays déjà dans le monde qui le font depuis longtemps. Israël ou la Namibie utilisent ce système depuis très longtemps sur une très grosse portion de leurs ressources en eau potable. Et finalement, d'où le nom d'ailleurs du projet Jourdain, c'est que c'est pas de la prose, mais c'est de la réhute qu'on faisait déjà sans le savoir, puisque quand le long d'un même cours d'eau, vous avez une commune qui rejette, après l'avoir évidemment traité, des eaux qui viennent de sa station d'épuration, eh bien la commune qui est en aval va évidemment la puiser elle-même sur un système qui a déjà été utilisé. Donc finalement, c'est quelque chose qui se faisait déjà. Et donc là, maintenant, c'est institué. Et l'ANEL, avec le CEREMA, avec l'Office français de la biodiversité, avec les agences de l'eau et la Banque des territoires, a mis en place un programme d'accélération qui permet de financer 80% sur l'ensemble du territoire. Alors, nous, on est plutôt tourné vers le littoral, bien sûr, mais ça va se décliner par ailleurs. Toutes les études qui seraient à mener pour les collectivités qui veulent se lancer dans cette démarche. Parce que désormais, il faut lever les freins aussi aux doutes, et y compris aux doutes financiers qu'il peut y avoir sur ces équipements-là. Et Dieu sait qu'ils sont importants. Encore une fois, là, on parle des études. Les investissements, ça viendra dans un second temps. Et il y aura des programmes qui seront mis en œuvre le moment venu. C'est très ambitieux. Il faut avoir de l'ambition. Tout à fait. Un dernier mot peut-être, je voulais vous parler de votre congrès en décembre, France Littoral 2100, avec un focus sur les Outre-mer. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots en conclusion ? Oui, je vous disais que les littoraux français étaient magnifiques et qu'on avait de la chance d'aller se balader sur l'ensemble des littoraux français. Et effectivement, l'ANEL ne ferait pas son travail si elle n'allait pas voir les territoires ultramarins qui représentent 67% de notre linéaire littoral et auxquels sont rattachés 97% de notre zone économique exclusive. 11 millions de kilomètres carrés qui fait de nous le deuxième pays derrière les États-Unis en importance de cette zone
zone économique exclusive. Donc aller en Outre-mer, c'est d'une importance, c'est souligner leur importance historique, stratégique, puisque là aussi on aura des intervenants d'ailleurs sur la géostratégie, en termes de biodiversité aussi, économique et identitaire, n'ayons pas peur des mots. Et donc pour raffermir les liens, comme le montre d'ailleurs ce beau logo avec le nœud de Carrick, il était important pour nous d'aller là-bas et de traiter de nos sujets par le prisme ultramarin, en ayant l'opportunité aussi, et c'est important, et d'autant plus, parce que la décision d'aller là-bas a été prise avant, donc ce sera au Gosier en Guadeloupe du 2 au 6 décembre, mais a été prise avant les événements qui ont pu avoir lieu, notamment en Nouvelle-Calédonie ou en Martinique récemment. Eh bien l'idée, c'est vraiment de resserrer les liens avec l'ensemble des éléments de l'archipel France, cet archipel sur lequel le soleil ne se couche jamais, et où il y a de magnifiques choses à faire, mais encore faut-il aller sur place, mettre en avant ce qu'ils savent faire, et être à leur côté, puisque nos Outre-mer ont besoin de notre intérêt. Très bien, on suivra ça nous-mêmes avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Merci Alain à vous. Blanchard, d'avoir été avec nous.